La première chose à savoir, c'est que Complot est la suite du Cri en termes de personnages, pas en termes d'intrigue. Les deux histoires sont complètement indépendantes, mais on retrouve Sarah Keringen et Christopher. L'histoire débute à peu près un an après les événements du Cri, lorsque sur la dernière île de Norvège, tout au nord, près du cercle arctique, on découvre le corps d'une femme nue et martyrisée juste au bord de la falaise. Et on vient chercher Sarah Keringen en hélicoptère avec les forces spéciales. Elle ne comprend pas pourquoi tant de moyens, mais quand elle découvre le corps de la victime et voit son identité, là elle se dit oui, tout a un sens puisqu'il s'agit de la première ministre norvégienne. Mais ce qui intrigue le plus Sarah, c'est que cette première ministre tient dans la main une espèce de caillou blanc près de la bouche. La deuxième chose, c'est qu'elle tend le bras vers la falaise, comme si elle avait voulu y jeter quelque chose pour s'en débarrasser juste avant de mourir. Mais lorsque Sarah va fouiller la maison de cette première ministre qui se trouve sur cette île abandonnée, et qu'elle met au jour une cavité secrète dans les fins fonds des souterrains de la maison, et qu'elle découvre ce que la première ministre y cachait, là, c'est vraiment le choc, et l'enquête démarre réellement à ce moment-là. Pourquoi j'écris? Parce qu'il me semble que ça me rend heureux, et j'espère que ça rend heureux aussi les gens qui ensuite lisent les livres et suivent les histoires que j'ai inventées. Et pourquoi ça rend heureux? Parce qu'il me semble que tout acte créatif procure en nous un sentiment d'accomplissement. Alors ça peut être chimique avec peut-être de la sérotonine, de la dopamine, mais c'est pas pour rien que c'est là. Et moi, la création, ça me permet de donner du sens en général à la vie, et comme il me semble que la nature m'a doté des capacités de raconter ces histoires et de m'exprimer artistiquement à travers l'écriture et la narration, et voilà, j'essaye de lui dire merci en racontant le mieux les histoires possibles. Et bien raconter une histoire, c'est beaucoup de travail. En tout cas, moi je fais de mon mieux pour y arriver. Tous les auteurs font de leur mieux également. On y parvient, on n'y parvient pas, mais il faut pas croire que ça vient comme ça. Comme disait Jack London, l'inspiration elle vient pas, hein, il faut la traquer avec un gourdin en permanence. Donc parfois on reste seul à réfléchir pour trouver une idée. Ça peut prendre 4, 5, 6 jours pour trouver la petite articulation qui va faire que le livre va prendre son sens. Comment je fais pour rendre le suspense addictif, attrayant? Bien déjà j'écris le livre que j'aimerais lire moi, ensuite je me mets toujours à la place du lecteur en réalité, c'est-à-dire que j'écris et je me dis mais quel effet ça va vous procurer vous quand vous allez le lire? Je me dis pas simplement est-ce que moi ça me plaît. Donc il y a une espèce de partie d'échec contre soi-même. On écrit, on regarde ce que ça produit, on réécrit, etc., etc. Et tant que je suis pas pleinement satisfait du résultat et de l'effet, je n'écris pas, ça ne passe pas. Je me dis jamais si moi ça me plaît moyen, oh, ça plaira certainement au lecteur, jamais. Donc voilà peut-être la mini recette. Alors je vais vous répondre, oui, il y a une structure spécifique. La première chose, c'est que je conçois toujours mes romans en pensant et en étant convaincu que la fin est bonne. Je ne commence pas le roman avant d'avoir la fin. Et ensuite, je ne commence pas le roman tant que j'ai pas une très bonne introduction, selon moi, en tout cas. Et ensuite, je structure, je chapitre, je crée les cliffhangers, c'est-à-dire que je pars pas à l'aventure comme ça, je n'écris jamais au fil de la plume, tout est très structuré, préparé, évidemment ça peut évoluer au fur et à mesure une fois que je suis lancé dans l'écriture, mais il y a un cadre très précis, très organisé, pour que vous, lecteurs, vous soyez le plus pris dans l'histoire, le plus tenu par l'intrigue et touché par les personnages. Donc tout ça, ça se pèse et ça prend énormément de temps pour savoir quelle info distiller à quel endroit pour que ça procure telle chose, telle émotion ou telle déduction dans votre esprit et que ça vous amène à prendre le plus de plaisir à la lecture. Que j'aimerais qu'un de mes romans soit adapté au cinéma. Écoutez, j'ai la chance de voir et de savoir que le Cri a été optionné par une société de production pour être adapté très probablement en série télé. Donc
Je suis curieux de voir si ça va se faire et réellement, et deuxièmement à quoi ça va ressembler, puisque je suis assez loin du projet. Je suis curieux de voir ce que des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs vont pouvoir imaginer et donner de leur personne à travers ce que moi j'ai écrit pour moi-même tout d'un coup être spectateur neuf de quelque chose que j'ai inventé. Je trouve ça assez excitant et effectivement très gratifiant. Alors je n'écoute jamais de musique en écrivant. Et je pense que c'est une erreur, en tout cas de mon point de vue, d'écouter de la musique en écrivant, parce qu'on pense que ce qu'on écrit est formidable, on est porté par les émotions, par la rythmique, alors qu'en fait c'est pas du tout notre travail. Le lecteur, lui, n'aura pas la musique dans l'oreille quand il va lire le livre. C'est à nous, auteurs, de trouver les mots, de trouver la rythmique, pour lui insuffler ce que la musique devrait lui procurer, mais juste avec nos mots. Si lui ensuite il veut rajouter de la musique, qu'il le fasse, mais voilà, donc je n'écris jamais avec de la musique, c'est trompeur. En revanche, je peux écouter de la musique pour m'inspirer avant, après, etc., mais pas pendant le process d'écriture, jamais. J'ai rarement été inspiré par des personnes adultes pour écrire, c'est plus les enfants qui m'inspirent, en l'occurrence mes deux filles, qui se retrouvent très probablement dans certains enfants qu'on croise dans les livres, pas évidemment dans leur intégralité, mais des traits de caractère très particuliers qui font que quand on lit on se dit ah oui ça c'est effectivement ça existe vraiment, moi qui suis parent je vois très très bien ça. Voilà, donc c'est plus vers là que je vais. Mais j'évite ce genre de choses-là parce que c'est toujours gênant, surtout si on connaît les gens après. Donc de trop m'inspirer de mon entourage. Il se peut que un visage, une voix comme ça, croisée au hasard, déclenche une idée. Et il faut surtout pas chercher à en savoir plus parce qu'il faut laisser l'imaginaire prendre la place pour pouvoir nous créer et pas juste être parfois déçu par la réalité. Il faut un peu fantasmer les personnes que l'on croise. Vraiment, là pour le coup c'est notre travail. Le roman que j'aurais aimé écrire, c'est la Bible. Ça c'est un grand roman. Alors ce qui est très intéressant dans ce roman, qui a eu un bon succès en plus, je pense qu'au niveau des droits d'auteur, ceux qui l'ont écrit doivent bien toucher. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il est complètement antinomique, c'est-à-dire que la Bible, c'est deux textes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et si vous lisez bien les deux, vous verrez que ce qu'on rassemble comme une unité est en fait une thèse et une antithèse. Le Nouveau Testament dit pratiquement tout le contraire de l'Ancien Testament. Donc c'est très intéressant, je trouve, d'avoir réussi à nous faire croire que un seul et même livre envoyait le même message alors qu'il envoie un message complètement différent. Et bon, voilà, c'est quand même un livre qui dure et qui a été pas mal lu, donc je pense que ça aurait été pas mal de le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le monde de l'édition? Moi, j'ai la chance d'être chez un formidable éditeur qui est XO, qui s'occupe très bien de ses auteurs, qui les accompagne et qui parie réellement sur eux, c'est-à-dire qu'on ne prend pas quelqu'un comme ça, on verra ce qui se passe. Non, il y a une vraie conviction. Donc je sais que c'est pas le cas partout. Après, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Peut-être que les rémunérations des auteurs pourraient être un peu plus satisfaisantes. C'est vrai qu'un auteur gagne entre 10 et 14% du prix hors taxe de son livre, et encore ça c'est pour les grands formats. Pour le livre de poche, l'auteur gagne 5% du prix hors taxe, c'est-à-dire environ voilà, une quarantaine de centimes par livre sur un livre qui peut être vendu entre 7 et 8 euros. Donc ça, peut-être que ça permettrait à des auteurs de mieux vivre que d'augmenter ce pourcentage. Je sais pas comment c'est possible parce que le monde de l'édition, en tout cas du côté des auteurs, n'est pas du tout organisé. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de force en fait de négociation. Donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Mon auteur préféré, c'est Stefan Zweig. Alors aussi bien pour ses nouvelles et ses romans que pour ses biographies. Pourquoi lui? Parce que, alors d'abord pour ses romans et ses nouvelles, c'est quelqu'un qui décortique les sentiments humains, non seulement avec énormément de précision, mais aussi beaucoup de simplicité et de lisibilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Souvent on veut faire un peu compliqué pour faire croire qu'on est profond. Lui non, il sait nous parler et il sait faire en sorte que lorsqu'on lit, on se dit oui, il a mis le doigt sur ce que je ressentais mais que je n'arrivais pas à exprimer, il le dit
lit tellement bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que il a le sens de la narration addictive lui aussi. C'est-à-dire qu'il se contente pas juste de raconter une histoire, il a le souci d'intéresser, de captiver le lecteur, il crée du suspense, il crée des cliffhangers, comme on dit, donc des fins à suspense aussi. Et ça fonctionne très bien dans ses biographies également. Par exemple, la biographie de Fouché, mais lisez-la, forcément, vous allez être embarqué dans cette époque qui va de la Révolution française jusqu'à la Restauration. Et ce mec-là, on se dit à chaque chapitre, il est foutu, il peut pas survivre, il va se faire choper, il va se faire guillotiner, c'est terminé. Et paf, ça rebondit, il survit. Et tout ça avec logique, parce que Stefan Zweig a le souci d'une narration historique fondée, explicative, démonstrative, pédagogique, tout en étant très humaine. Donc voilà pourquoi j'aime Stefan Zweig, et puis parce qu'il a aussi cette capacité à nous faire voyager. La biographie de Magellan, elle commence par une phrase qui, au commencement, était les épices. Je ne sais pas si cette phrase, vous sentez les voiles gonflés par le vent sur les galions qui partent sur ces mers vers l'aventure, vers l'inconnu. On sent les embruns, on sent voilà cet appel de l'aventure. Juste avec quelques phrases, il va poser un contexte, il va tout nous expliquer. Et à la fin, vous serez en mesure de restituer ce que vous avez lu de manière très claire et très nette. Et ça, généralement, c'est le signe d'un très bon livre, parce qu'il s'est adapté à votre structure du cerveau pour que vous puissiez comprendre tout en aimant. Pas vraiment de livre de chevet, mais le livre que je relis le plus souvent, c'est la Bible. C'est la Bible, et ce sont aussi les mythes grecs. Voilà, parce que c'est très dense, parce qu'on y trouve toujours quelque chose de nouveau, surtout quand on lit beaucoup d'autres livres qui parlent de ces grandes histoires. On va vérifier, et puis on veut savoir de quoi on parle, puisque mes histoires parlent souvent de religion. Il faut quand même que l'une des grosses pierres angulaires de notre croyance dans le monde soit bien connue. Donc je vais lire aussi les livres dits saints des autres religions pour bien comprendre. Mais voilà, la Bible reste quand même celui que je pratique le plus, Ancien et Nouveau Testament. Alors je fais du repérage pour écrire, oui, mais forcément je peux pas me rendre dans tous les lieux, donc évidemment Google Maps et Google nous permettent déjà de ressentir pas mal de choses. Par exemple, dans le cri, Sarah part de la gare d'Oslo pour aller vers l'hôpital de Gostad. Bon bah ce voyage je l'ai fait moi en voiture grâce aux images de Google, donc j'ai vraiment voyagé, j'ai vu les tournants, les feux rouges, etc. Pour Complot, une partie de l'aventure se déroule dans la cité de Byblos, au Liban. J'ai pas pu y aller, mais j'ai contacté notamment un blogueur qui avait fait des photos du site qui m'intéressait, et au-delà de sa narration, je lui ai demandé mais quelles odeurs il y avait, quel bruit il y avait, quelles sensations il avait sur sa peau. Voilà, tout ça fait que après moi je m'en empare et je peux vous restituer, vous lecteur, une atmosphère, une ambiance qui vous fasse voyager. Mais tout ça est très précis, hein, c'est-à-dire que je suis les plans, je calcule les durées pour que ça soit le plus proche de la réalité. Alors je ne pense pas du tout qu'il y ait une sous-littérature, mais alors vraiment pas du tout, surtout que moi j'ai été nourri à ce qu'on qualifiait à une époque de sous-littérature, c'est-à-dire le fantastique, l'heroic fantasy, pourquoi pas la science-fiction. Donc non, ce sont des histoires et qui sont parfois formidablement bien écrites. À ce moment-là, les mangas aussi, ce serait de la sous-littérature. Non, c'est une histoire aussi. Donc tant qu'on raconte une histoire, je n'ai pas de qualification de plus, de moins, dessous. Chacun y met le niveau qu'il souhaite. Voilà. Après, effectivement, on n'a pas le même niveau de qualité narrative partout, mais on peut trouver de la très bonne écriture dans ce qu'on considère être de la sous-littérature, et puis de la très mauvaise écriture dans ce qu'on considère être de la grande littérature. Donc non, bon voilà, c'est une réponse un peu facile, mais c'est la même approche que j'ai pour le jeu vidéo, qui a longtemps été considéré comme un sous-art, ou qui est même pas considéré comme un art. Et moi qui aime les jeux vidéo, qui en ai beaucoup parlé, qui a été journaliste de jeux vidéo, qui a fait des making-of sur des jeux vidéo, d'ailleurs pour le dire, j'ai été le premier à avoir l'idée de faire des making-of, parce qu'un jour je me suis rendu compte que ces types qui créaient ces jeux, c'était des véritables artistes, et qui pensaient loin, très loin, pour savoir comment nous procurer des émotions. Si l'art ce n'est pas procurer une émotion, qu'est-ce que c'est? Le jeu vidéo c'est ça aussi. Alors certains le font plus habilement que d'autres, mais ça va
très 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 loin dans ce que l'on peut ressentir en tant que joueur, plus loin qu'un film, plus loin qu'un livre, parfois beaucoup plus loin qu'une peinture. Ça peut nous faire voyager, nous faire réfléchir. Donc je vais certainement pas avoir ce discours à l'égard de la littérature, et puisque je ne l'ai pas de toute façon à l'égard par exemple du jeu vidéo. Je ne connais pas l'identité de l'auteur du livre sans nom, mais je connais l'identité réelle de l'auteur de Kanak, le polar du Groenland qui est sorti là cet été. Voilà. Et il s'agit de... s'il accepte de vous répondre, il vous montrera peut-être son visage. C'est un copain, un ami même. Lire est important, alors important je sais pas, mais je sais en tout cas que ça apporte quelque chose que l'on n'aura jamais dans notre vie d'être humain, en tout cas pas tout de suite, c'est l'immortalité et la notion d'infini. Pourquoi? Parce que lire un livre, ça nous emporte dans un autre monde qui lui n'a pas de limite. Et puis cette histoire, on peut se la raconter autant de fois qu'on veut sans jamais s'arrêter. Ça, on le vivra jamais. Notre vie, on la vit une fois et après c'est terminé. Donc là, ce sont des possibilités surhumaines que nous procure la littérature, et je pense qu'en plus c'est quelque chose qui est viscéralement ancré dans l'humain, et ce qui fait qu'on est humain, on va dire, différent des autres espèces. J'aime pas dire les animaux, parce que finalement, pourquoi faire la différence entre l'homme et tout le reste des espèces vivantes? Non, il y a plein d'espèces vivantes, et voilà, et on en fait partie. Mais cette différence, elle est peut-être là dans la capacité à se raconter des histoires et à les vivre. Je pense que les premières peintures, voilà, sur les grottes, disent ça aussi. Elles disent ce besoin de raconter, peut-être pour donner du sens, peut-être pour expliquer. En tout cas, elles traduisent notre volonté de savoir, de connaissance, et d'envie d'aller toujours plus loin. Et au-delà de ça, j'avais vu ça un jour dans un livre que je trouvais ça très pertinent. Une histoire, c'est quoi? Un début, un milieu, une fin. On suit quelque chose, on a envie de connaître la suite, et puis à la fin, ça se termine. Et ben ça, c'est exactement le process de la chasse, en tout cas à l'époque préhistorique, où il y avait ce début d'empreinte peut-être dans le sol, on suivait la piste, et puis on essayait d'aller jusqu'à trouver l'animal pour le tuer, le consommer, pour vivre. Et ben je pense que lire un livre, il y a un petit côté comme ça. On lit aussi pour vivre, pour se nourrir intellectuellement comme on se nourrissait physiquement à l'époque. Et il y a vraiment une belle comparaison à faire entre ces deux manières de se nourrir. Alors comment permettre à tous l'accès à la culture dans le monde? La vraie question, c'est quelle culture? Si c'est la nôtre, c'est pas forcément indispensable que tout le monde soit au courant. Si c'est celle d'une autre culture, c'est pas forcément indispensable qu'on soit mis au courant non plus. Donc je pense que je suis pas sûr que cette phrase ait beaucoup de sens. Je pense que dans le pays en question, où il y a une culture, et encore, qu'est-ce que c'est que la culture? Parce que si c'est une culture qui opprime, est-ce qu'elle a besoin d'être diffusée? J'en suis pas certain. Donc je suis pas sûr que cette question, en tout cas, me parle énormément, si ce n'est qu'il faut donner à chacun les outils de s'approprier cette culture, ou en tout cas de savoir ce qu'elle veut dire, et après de choisir si on la prend ou si on la prend pas. Et ça passe, oui, par la lecture essentiellement, par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais c'est surtout sur ce point-là. Après la diffusion elle-même, je suis plus prudent sur ce concept. Voilà. Oui, j'ai vécu des moments où la littérature, avec un grand et un petit L, m'a sauvé, mais pas celle que j'ai consommée, celle que j'ai créée. Il y a eu une époque dans ma vie un peu compliquée où j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, voilà. Et pendant des mois et des mois et des mois, il m'était plus vraiment possible de faire quoi que ce soit, de sortir, de voir des gens, et de donner du sens à l'existence. En revanche, je savais qu'il brillait encore tout au fond, loin, une envie de créer quelque chose, une envie de raconter une histoire. Et je me suis accroché de toutes mes forces à cette idée-là. Et ça a donné tous les livres qui viennent de sortir, Complot, Le Cri, et puis le livre que j'avais écrit avant sous un pseudo, Le Premier Crâne. Voilà, ils sont nés pendant cette période-là, où
la seule chose qui me rattachait réellement à la nécessité d'exister, c'était le besoin de raconter ces histoires. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette capacité d'immortalité que peut conférer la narration. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle doit être très bien faite. On n'a pas trop le droit, j'ai envie de dire, de mal raconter une histoire. En tout cas, on doit tout faire pour essayer de bien la raconter. Alors moi j'hésite entre 4 personnes. Il y a Jennifer Richard qui a écrit Les Tatois, ce beau pays, qui vient de sortir. Oui, c'est sur un thème, sur l'esclavagisme, et un thème très fort, très puissant, mais il y a aussi ce souffle de l'aventure, ce souffle du voyage qui est dans son livre, et je pense qu'elle n'a pas eu assez l'occasion de l'exprimer, donc je pense que ce serait intéressant de revenir sur ce point-là. Le deuxième, c'est Kanak, de Momalo, donc le polar qui vient du Groenland, avec une ambiance qui va vous plonger dans un pays qu'on connaît pas finalement, avec des descriptions du lieu et aussi des enjeux économiques et sociaux qu'il peut y avoir, mais tout ça dans une intrigue policière bien sûr, qui va vous tenir en haleine. Et le troisième, ce serait, je suis pas sûr qu'il parle parce qu'il n'est pas encore sorti, Samuel Delage avec Arcane Médicis, qui a décidé de frapper un gros coup, donc je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'il nous réserve. Et puis Cyril Massarotto, mon pote aussi, puisqu'on est dans la même maison d'édition, on s'est rencontrés comme ça, et qui est un mec formidable, et qui vient de sortir Click and Love, et qui est de la comédie romantique sur les réseaux sociaux, et la manière de se rencontrer via une application tout à fait originale, et surtout une espèce de twist. Moi quand j'ai lu, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'ai loupé des pages, et puis non, en fait on continue et on se dit ah d'accord, très très bien vu. Donc à vous de voir.